Bonjour et bienvenue à vous, chers amis passionnés d'intelligence artificielle. Votre hôte, Jean-François Sénéchal, professeur d'éthique à l'Université Laval. Bienvenue à notre saison 5 d'IA Café, cinquième saison, presque 100 épisodes maintenant. Ça s'appelle IA Café, enquête au cœur de la recherche sur l'intelligence artificielle. Content de vous savoir tous et toutes de retour. Vous êtes toujours là, passionnés, engagés avec nous dans notre exploration des enjeux éthiques, techniques, légaux ou sociaux de l'intelligence artificielle. J'espère que vous avez passé un bel été. Merci de nous accompagner encore dans cette cinquième saison. Cette saison 5, ce sera la saison des bilans. Hein, j'ai envie d'arrêter de courir de mon côté, là. J'ai envie d'arrêter de courir après l'actualité là, en intelligence artificielle. D'abord, ça va trop vite pour moi. Mais en fait, on va le faire quand même. Là, mais pour cette saison 5, j'ai pensé plutôt revenir sur un peu sur nos pas. Jeter un regard rétrospectif et un peu plus analytique là, sur ce qu'on a fait, sur notre propre travail, puis faire un travail justement là, d'analyse. En fait, je vous en dirai quelques mots un peu plus tard. Évidemment, on vous réserve encore une fois cette année plusieurs excellents épisodes avec plusieurs entrevues avec les principaux acteurs, actrices de la recherche en intelligence artificielle, mais aussi nos experts et expertes baristia d'IA Café afin d'explorer avec eux, avec elles, les enjeux éthiques, socio-juridiques de l'intelligence artificielle. Pour m'accompagner en ce début de saison 5 et après multiples réglages audio cette semaine, ça a été compliqué d'entamer tout ça, mais on a réussi. Ils sont et elles sont trois cette semaine. D'abord, Véronique Tremblay est là. Comment ça va, Véro? Ça va, Jean-François, merci. T'es où? Ben, je suis en Guadeloupe Ben avec voyons. Shirley. Ouais, Wow! Ben la deuxième, elle est là. la voici. Shirley Plumerand. Comment ça va, Shirley? Salut, salut, ça va très bien sous le soleil. Ben oui, mais qu'est-ce que vous faites en Guadeloupe, là? Pourquoi? Et une résidence écriture, voilà. Ben oui, c'est un bel endroit. C'est un drôle d'hasard de tomber dans un si bel endroit pour Vous n'avez pas pensé à quelque part plus austère? Ah, pas du tout. Pas du tout. Et non, voilà, on aime le soleil, voilà. Comment on s'occupe quand on est en Guadeloupe? Comment on occupe nos journées? Ah, mais on travaille, c'est une retraite d'écriture, Jean-François. On passe Ouais, nos journées à ben oui, travailler sur mais, notre thèse, voyons. mais à part de ça, là, qu'est-ce qu'on fait, là? Qu'est-ce qu'on fait de bon, là? Ah, ben la plage, quand même. La plage? Wow! Hey, je vous envie. Ben quoi que ce temps-ci au Québec, il fait quand même chaud, mais c'est loin des plages de la Guadeloupe. Je vous envie tous les deux. Et de l'autre côté de la grande flaque, c'est devenu notre expression. Stéphane Minéo est là. Comment ça va, Stéphane? Ça va très bien, en plein milieu des Jeux paralympiques, là. Voilà, c'est Ça ça va qui, bien. qui vous occupe, là, les Français, ces temps-ci, les Jeux olympiques. Il paraît que Ouais. c'était, en tout cas, d'ici là, la rumeur, c'était, ben voilà, les Français sont bien, sont heureux pendant les Olympiques. Ils ont pris une pause de la politique, là, puis tout à coup, tout se passe bien pendant les Jeux olympiques. Est-ce que t'es aussi grisé par tout ça? Ouais, oui, ça m'a bien plu, les Jeux Olympiques. Et puis, mais par contre, effectivement, la réalité nous rattrape petit à petit, là, et la question politique revient un petit peu au créneau, là. Oui, c'est sûr, là, on s'en sort pas, là, faut revenir à la dure réalité. Bon, les Jeux olympiques, j'ai bien hâte de t'entendre là-dessus, voir ce que tu as gardé de tout ça. C'est quoi ton souvenir? T'es-tu allé sur place? Est-ce que tu as payé tes billets? Alors, non, parce que alors, vraiment, pendant les Jeux Olympiques, j'étais pour le coup en vacances, hein, j'avais fui Paris. Et bon, je les ai regardés à la télé, c'était pas mal. Et notamment la fameuse l'épreuve de triathlon qui était dans la Seine, hein. Il y avait eu beaucoup d'encre coulée autour de ça.
Et donc voilà. Et puis moi-même, ayant fait un triathlon dans le passé, voilà, j'étais intéressé par les. Ouais, t'as-tu été tenté d'aller plonger dans la Seine ou? Ah non, je crois que j'aurais passé mon tour. Ils ont Pareil, été faut pas courageux. prendre de grandes gorgées, là. Ça peut être risqué. Ouais, genre, ça s'est rendu jusqu'ici, là, ce genre d'histoire-là. Ben, content de vous compter parmi nous, ben, d'abord dans cet épisode, mais aussi dans cette saison 5, puis hâte d'avoir de nombreuses discussions avec vous à propos de l'intelligence artificielle. Il y aura d'autres collaborateurs, collaboratrices dans cette saison 5, évidemment. Il y a Sylvain Munger qui est toujours de l'autre côté de la flaque. Il va faire quelques passages ici. Ève Gaumont m'a promis quelques passages. David Beauchemin qui a la broue dans le toupette avec Baseline, mais lui aussi, là, vous savez, sa coop de services conseils en intelligence artificielle. Mais il m'a promis peut-être quelques passages. Frédéric Plamondon aussi sera là. En fait, il était supposé être là ce matin, mais là, il est pris dans le feu, le feu, le grand feu de la rentrée. Je sais pas si vous vivez ça, mais moi, je le vis à ma manière. C'est vrai que c'est un peu compliqué, mais on va se rendre, on va réussir, comme à chaque année, à s'en sortir. Content de vous... merci d'être là. J'avais pensé, écoutez, nos thèmes aujourd'hui, mais ça sera assez simple. J'aimerais juste savoir c'est quoi les thèmes en intelligence artificielle qui vous ont peut-être préoccupé cet été ou aussi et surtout, c'est quoi qui vous attend cet automne. Le but, c'était de reconnecter avec nos auditeurs, nos auditrices, notre belle et précieuse communauté, mais aussi avec mes collaborateurs, collaboratrices, afin d'en savoir un petit peu sur leur projet cet automne. Commençons peut-être avec Véro. Tiens, Véro, ton automne, ça ressemble à quoi cet été? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a attiré ton attention? Ben, moi, cet été, comme je le disais tout à l'heure, on est en retraite d'écriture, Shirley et moi, donc j'ai passé une bonne partie de l'été sur ma thèse doctorale et j'en ai profité pour tester Copilot Pro. Donc, j'ai installé Copilot Pro et oui, c'est-tu toi qui paye? Testé ça, oui, c'est moi qui paye. Nous autres, on a une version à l'université, là, ça vient de rentrer, là, je vois l'icône en bas à droite de mon PC, donc je paye pas. Mais c'est sûr que moi aussi, je le teste. Hein. T'as aimé ça? Oui, j'ai pris la version payante, là, mais je pense que c'est un 27 $ par mois. Je pense pas que je vais le conserver. 27 mais bon. $ par mois, wow! Oui, quand même, hein, c'est assez dispendieux. Donc, c'est ça, j'ai testé Copilot. Alors, je l'ai testé pour faire des PowerPoint, premier test. Donc, faire une présentation. Je faisais une présentation sur le projet de loi C-27 et son impact sur l'industrie à Toronto au mois de juin, je pense. Donc, Est-ce que tu partais d'un PowerPoint déjà conçu ou tu partais juste à partir d'un texte? Ben, j'ai essayé de le partir d'un texte puis de lui demander de quelques idées puis vas-y, fais-moi un PowerPoint. J'ai testé différentes choses. Il y a rien à faire avec ça. Il y a rien. J'ai passé plus de temps. C'est sûr. J'ai passé plus de temps à essayer de lui faire quelque chose qui a de l'allure. Tu sais, c'est comme quand tu formes un stagiaire, là, tu fais, regarde, je vais te le montrer, là, tu fais ci, tu fais ça, tu fais ça. Toi, laisse faire, je vais le faire. Laisse faire, je vais le faire, ça va aller bien plus vite, là. Pour le PowerPoint, c'est ça que ça a donné. Parce que, en fait, il me sortait des généralités, des lieux communs, toujours sur la loi. Il confondait le projet de loi C-27 avec les projets de loi dans l'Union européenne. Il confondait le projet de loi C-27 avec d'autres lois qui ont le numéro 27. Bref, c'était horrible. Ouais, bon, échec à ce premier test. Échec à ce premier test. J'ai vraiment abandonné, puis je suis repartie de zéro. Maintenant, je l'ai testé avec Word aussi. Alors, avec Word? Oui, dans Microsoft Word, ouais. Ah oui, dans Microsoft Word, tu peux partir d'un texte puis lui demander un PowerPoint? Ah non, j'ai testé pour l'utiliser pour faire la rédaction. Donc, pour faire la rédaction, OK. Oui.
Oui, donc je lui ai donné quelques idées, puis je lui ai demandé de rédiger un paragraphe de ma thèse. Rien à faire, ça fonctionne pas non plus. Ben oui, mais J'ai pas à quoi tu apprécié non plus. t'attendais? Ben, je le teste, mais je vous annonce qu'il y aura pas de paragraphe de ma thèse qui vont avoir été rédigés par Copilot. Ben non. Donc, je me suis dit, bon, ben OK, ça sert à rien. Par contre, je me suis dit, peut-être pour les résumer. Alors, j'ai essayé pour résumer le premier article de ma thèse. Donc, je lui ai Puis- demandé, résume-moi le premier article de ma thèse. Donc, allons-y, je vais vous lire le résumé, puis je vais vous le commenter en même temps. D'accord? Oh boy, OK. J'ai hâte Ouais. d'entendre ça. Ouais. Donc, l'article examine l'équité des algorithmes d'aide à la décision sous une perspective interdisciplinaire en soulignant l'impossibilité de concevoir un algorithme universellement équitable et en proposant des recommandations pratiques pour aborder cette question. Fantastique. Jusque-là, ça va super bien. C'est ça que tu voulais faire dans l'article, puis c'est ça qui Ça, résume. ça va bien. Il présente l'exemple hypothétique de Rose et Louise pour illustrer comment les algorithmes peuvent systématiquement désavantager certains groupes socio-économiques et compare ce cas à l'algorithme Compass. C'est faux. Je ne le compare pas du tout à l'algorithme Compass. Non? Non, je donne l'exemple de Compass à quelques reprises, mais il n'y a pas de comparaison entre les deux cas du tout. Ah, lui, il s'est dit, ah non, je vais le formuler comme ça, puis elle va Ouais, il s'est dit, je vais le formuler comme ça. L'article explore différentes perspectives philosophiques et légales sur l'équité, y compris le conséquentialisme, vrai, le déontologisme, vrai, l'éthique de la vertu, vrai, l'égalitarisme, vrai, le communautarisme, non, pas du tout, l'éthique de la sollicitude, oui. Le communautarisme, en fait, et c'est là que je veux Pourquoi amener qu'il y quelque ait- chose d'intéressant, Ouais. c'est que avant, dans les anciennes versions de mon document, effectivement, j'avais des paragraphes sur le communautarisme que ma directrice de thèse m'a suggéré d'enlever. Elle m'a dit que c'était trop Voyons donc, gros mais sujet à discussion. Donc, ça veut dire je qu'il y a eu sais accès à une version préliminaire de... ben, c'est là que ça soulève une question qui est intéressante. C'est-tu ta directrice qui s'est dit, moi, je le lirai pas, je vais me faire un résumé? Puis elle l'a uploadé sur Copilot. Ah, peut-être. Hein? Mais bref, le communautarisme, je l'ai complètement enlevé. Il y a plus, et puis j'ai revérifié après, il n'y a plus aucune trace du communautarisme dans mon article, mais il en parle quand même. Donc, ça soulève la question de attends, où est-ce qu'il va chercher l'information exactement? À quoi il a accès exactement, Copilot? Et puis, c'est une question qu'il faut se poser dans l'industrie aussi, mais j'y reviendrai plus tard sur cette question-là. Donc, on continue. Vraiment trippant. Vas-y, avec ton résumé, continue. On continue. Il discute également des sources de biais dans les algorithmes, comme le biais de sélection, de mesure, le paradoxe de Simpson et les variables proxy. Jusque-là, ça va. Et là, c'est ici qu'il y a un petit glissement, OK? Et propose des méthodes pour corriger ces biais, incluant le pré-traitement, le traitement et le post-traitement des données. Et c'est ici qu'il y a un petit glissement qui est un peu embêtant parce que je ne propose pas de méthode. Je fais une recension, je recense les méthodes qui existent. Donc, dans le cadre d'une écriture doctorale, on s'entend que proposer quelque chose, c'est qu'on l'a un peu inventé, si on veut. Alors Ouais. ici, je ne On en propose fait la pas. promotion aussi, là. C'est juste, j'ai fait une recension, puis voici ce que j'ai recensé, là. Ben, c'est ce que j'ai fait, mais lui, dans son Lui, résumé, il il va dit que plus je loin, le là. propose. Donc, il y a quelque chose, il y a un petit glissement, là, où il faut faire attention. Je ne propose pas de nouvelles méthodes. Par exemple, je recense ce qui existe comme méthode, je donne des exemples. Donc, enfin, l'article offre des recommandations pour les praticiens, insistant sur l'importance de vérifier les conditions d'acceptabilité sociale, et légale, d'identifier les populations vulnérables et de suivre systématiquement les métriques d'équité. Donc, c'est quand même assez, Tu leur quand même donnes, assez bien. tu lui donnes quelle note A, B, C, D, E pour son résumé? C. C, t'es sévère. Ah ouais, c'est Ah sévère. oui, je suis sévère. Moi, j'ai donné un B, là. Ah ouais, non, c'est un C. Puis j'aurais fait une note, là. Non, je fais pas. Non, l'article ne fait pas la promotion, puis tout ça, mais les nuances, mais à date, je trouvais qu'il faisait bien ça. Moi, j'y allais avec un C. Il passe à côté de certains aspects là, assez importants de l'article, entre autres tout ce qui est la question du pluralisme. Ah, il y a des manques. Oui. Oui, j'insiste beaucoup sur Il le passe à côté pluralisme. de... Excuse-moi, je t'ai coupé. Le pluralisme en éthique. Donc, il passe à côté de cette section-là sur laquelle je m'appuie beaucoup pour faire mes recommandations. Donc, mes recommandations, oui, sont articulées autour de ce principe-là, ou en tout cas, en partie. Donc, il passe complètement à côté de ça. Il sort le communautarisme. Non, pour moi, c'est un C. Puis, je me trouve généreuse avec un C.
Ben, moi, je connais pas ton article, c'est ça la force. C'est toi que tu le connais. Fait que Ben, c'est ça, moi, je le t'es connais la mieux très bien. placée pour juger si ça vaut un A, B, C. Moi, j'ai dit comme ça, là, mais je l'ai pas lu C'est. ton article. Non, ça aussi. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai après ça donné quelque chose d'un petit peu, j'ai demandé quelque chose d'un petit peu plus précis. OK? J'ai pas dit juste fais-moi un résumé. J'ai dit fais-moi un résumé du document, mais en mettant l'accent sur sa contribution à la réflexion sur l'équité algorithmique. Et à partir du moment où je formule la demande comme ça, ben là, il le fait bien. Donc, je vais pas vous relire le deuxième, le deuxième résumé parce que ben il y a pas trop de critiques à faire là-dessus. Il a vraiment réussi à extraire les points où ben il y a une contribution là à la réflexion. Donc, si je précise la chose un peu mieux, ça se passe mieux. Ouais, moi j'avais remarqué avec ChatGPT, plus je mettais de contraintes dans ma demande, et plus le résultat était quand même de plus en plus acceptable en fait. En augmentant les contraintes, Mais c'est arrive souvent mieux à ça, c'est-à-dire répondre. que tu sais, si ça prend plus de temps, mettre des contraintes, des prompts, puis tu sais, ça revient à ton PowerPoint. Tu sais, il y a sûrement moyen de lui montrer à faire un beau PowerPoint, mais c'est quasiment aussi long. C'est sûr, si tu as souvent à faire des PowerPoints, peut-être ça vaut la peine d'investir dans ton prompting. Là, il va falloir que je fasse attention à mes anglicismes, là, mais si Comment t'en fais juste un de temps en temps, ça vaut peut-être pas la peine d'investir autant de temps dans tes consignes. Prompting, Jean-François, l'Office de la Ouais. langue française a retenu C'est quoi? rédactique. Rédactique. Oui. Des Wow. rédactiques. De la rédactique, oui. Ah, au lieu du prompting comme substantif, on va dire la rédactique. Oui, c'est le terme retenu par l'Office québécois de la langue française. On les salue Ouais. là où ils sont. On résiste toujours, mais on finit souvent par dire les mots qu'on nous suggère. Qu'est-ce que tu allais ajouter, Stéphane? Non, moi j'étais parti sur consigne, mais elle est bien. Ouais, des consignes, mais l'acte en tant que tel, on dit de la rédactique. Eh bien, je vais essayer de le dire ou je vais l'oublier dans les prochaines minutes. Ça se peut aussi. Puis vous me le rappellerez. Merci, Véro. Charlie, tu avais quelque chose à ajouter? Oui, par rapport à l'ajout comme ça inopiné de Copilot sur le communautarisme dans le résumé de Véronique, et justement parce que Stéphane évoque ChatGPT, je dois dire que cet été, moi j'ai fait un petit test justement avec ChatGPT et j'ai été extrêmement dérangée. Je me suis amusée à tester s'il était capable de faire des résumés de livres qui sont très très connus, souvent mentionnés et puis qui ont des années. On parle de bouquins pas récents, des livres des années 70, 80, 90. Donc, je lui ai demandé des résumés. Et puis, quand je l'interrogeais en lui disant, mais as-tu accès au contenu complet du livre pour faire ce résumé, ChatGPT me disait que non. Eh bien. Il finissait par m'avouer. Donc, le résumé du livre, en fait, est basé sur des commentaires, des résumés. Donc, c'était un résumé de plusieurs résumés qui existent sur la toile, à droite à gauche, sur différents sites internet dont on ne connaît pas dont on ne connaît pas la provenance. Donc ça, j'ai trouvé ça extrêmement dérangeant. Et un autre test sur des affaires juridiques. Là, je lui ai demandé des exemples, donc avec des cas assez précis. Je lui ai demandé si, avec ce type de fait, avait été traité devant les tribunaux. Et il me sortait des affaires juridiques avec des numéros d'affaires de tribunaux, et il me les résumait. Et quand je lui disais, mais donne-moi non, il n'y avait pas les numéros d'affaires, je crois pas. Si je vous dis pas de bêtises, faudrait que je revérifie. Mais donc il disait oui, il existe, et il me faisait des résumés d'affaires qui avaient été traitées devant des tribunaux. Et quand je lui demandais, mais donne-moi les références, j'aimerais consulter sur Légifrance, etc. Il me disait, en fait, je me suis basée sur ce que tu avais écrit, enfin en gros, mais le cas n'existe pas véritablement, il n'y a pas vraiment eu d'affaires traitées. Donc si jamais vous ne vérifiez pas, vous avez possiblement ChatGPT qui vous balance des affaires juridiques en vous disant oui, ça a été traité, et puis d'ailleurs voici la solution par un juge. Ben oui, moi j'aime bien quand il fait des erreurs,
Puis là, je le mets face à son erreur. Non, ça n'existe pas. Puis là, j'affirme quelque chose. Puis j'ai dit non, ça n'existe pas, blablabla. Bla, bla, bla. Là, il répond toujours désolé. Puis là, Ah oui, il s'excuse. Mais il est vraiment pas désolé. Il fait comme accuser le fait que bon, c'est vrai, c'est faux. Puis voici une autre suggestion. Là, je dis non, ça aussi c'est faux. Ah, désolé. Puis là, il reprend avec un. Ça donne de drôles de discussions. Moi, j'ai bien aimé, j'ai utilisé Perplexity AI, où là, ça donne un petit peu les références. Je pense que je préfère ça. Sûrement que ça doit être ChatGPT qui roule en arrière de tout ça, mais je préfère le fait que ça nous donne un petit peu des références ou des sources. Ou, en tout cas, ça me semble plus... Oui, c'est plus par rapport à la recherche, ouais. Oui. J'ai testé Perplexity. Je lui ai soumis, quand je préparais un examen l'année passée, je lui ai soumis une de mes questions d'examen. Il m'a donné la bonne réponse. Je lui ai, pour vérifier si les étudiants y auraient accès facilement, il m'a donné la bonne réponse. Je lui ai demandé la référence et il a trouvé mes notes de cours. La réponse dans mes notes de cours, qui sont, oui, publiques, mais quand même pas si luxe. Tu sais, il y a juste les étudiants qui regardent ça, c'est pas un site qui est consulté souvent, disons. Mais oui, il est allé retrouver la réponse dans mes notes de cours. Moi aussi, j'ai déjà fait ça, puis là, il me cite comme source mon cours. Il me cite mes podcasts que je publie sur Internet. Puis je fais, ouais, c'est vrai que je commence à avoir pas mal de contenu qui circule, là. Anyway, l'important, c'est que les étudiants le retrouvent, puis qu'ils trouvent la source, puis qu'ils la citent. Il me semble que c'est un peu ça, le but de tout ça. Bon, ben merci pour ce beau tour. Véronique, j'ai envie de me retourner vers Stéphane. Stéphane, toi, cet été, cet automne, qu'est-ce qui a attiré ton attention cet été? Qu'est-ce qui attirera tes ressources, qui mobilisera tes ressources cet automne? Alors, je vais vous raconter un petit peu mes vacances pour commencer. Donc, je suis parti à Tenerife, une île des Canaries, et donc pour circuler, j'ai loué une voiture. Alors, j'ai loué une voiture. C'était une voiture automatique. J'étais très content. Ça se passait bien. Jusqu'à un moment où la voiture a décidé de corriger ma trajectoire. Oui. Et en fait, j'ai pas du tout l'habitude de conduire ce type de véhicule. Moi, j'ai un véhicule tout à fait normal. Moi, j'ai ça, mais ça peut se désactiver, là, parce que moi, j'ai ça aussi sur mon alors, auto. je sais pas. C'est pas une voiture à laquelle j'avais l'habitude d'utiliser et j'avais pas trop envie de chercher un peu partout parce qu'il y avait énormément d'options. C'était bourré d'options. Mais vraiment, c'est quelque chose que, voilà, ça m'a surpris le fait de découvrir en cours de conduite, le fait que la voiture, hop, me remettait sur ma position. Alors au début, j'ai trouvé ça rigolo. Donc j'ai commencé à lâcher le volant, voir comment se comportait la voiture. Et puis effectivement, moi, ça c'est la confiance totale en la technologie. Il vient de voir, il vient de découvrir ça dans son auto, il lâche le volant. Non, Stéphane, il faut pas faire ça. Et d'ailleurs, la voiture signalait de absolument remettre les mains sur le volant. Elle acceptait pas le fait que je lâche le volant. Ouais. Donc ce que j'ai fait, évidemment, sinon vous m'aurez pas revu. Et puis alors, j'ai continué à rouler. Et puis, il m'arrive de changer de voie sans remettre mon clignotant. Et là, la voiture qui se met à crier, avec des bips, pour signaler le fait que j'avais traversé une ligne. Alors voilà, j'ai un peu joué avec tout ça, et puis en fait, au bout d'un moment, ça m'a quand même un peu agacé, et je voulais désactiver toutes les options qui me permettaient d'avancer avec ce véhicule. Je crois que je suis pas prêt encore pour accepter, en tout cas de cette façon-là, ce comportement. Alors c'est vrai que même si elle corrige la trajectoire, on garde quand même la main sur la direction où on veut aller, mais ça m'a perturbé. Ça doit être décourageant pour je me mets à la place des ingénieurs qui pensent à ces technologies-là, là, puis là, qui reçoivent les rétroactions quand il doit y avoir de l'information qui circule entre les autos, puis
puis ces grandes firmes d'ingénierie-là, puis qui constatent que cette technologie-là sur laquelle ils ont tant travaillé puis investi d'efforts, 92% des utilisateurs la désactivent dès qu'ils voient que ça fonctionne. Bah, je pense que je l'accepterais plus. Alors, bah, déjà, si elle bip pas, parce que moi, les bips, enfin, ça me perturbe plus qu'autre chose. Et après, bon, faudrait voir s'il y a réellement des statistiques sur est-ce qu'on a moins d'accidents avec ce type de véhicule. Ben, j'imagine que si tu t'endors, tu sais, ça peut être utile, là. C'est-à-dire que, tu sais, quelqu'un qui se met à cogner des clous, c'est notre expression, là, ça peut peut-être t'aider à dire, oh, peut-être en train de sortir de la... Cogner des clous? Je veux la noter. Tu connais pas, hein? Ah non, je connais pas. Non, puis fais le mouvement, puis tu vois que tu es capable de cogner des clous avec Alors, ton front. effectivement, cette année, je vais faire des tests, mais ce test de m'endormir au volant, je l'ai pas fait. Non, faut pas le faire. Voilà, Et j'ai pas cogné de clous. Vas-y, Charlie, tu peux Entre nous, Stéphane, pour connaître quand même quelques systèmes d'assistance à la conduite comme ça, comme tu as pu tester, t'avais clairement pas le droit de lâcher le volant. Hein. Juste, voilà. C'est pas Non, censé, t'es pas censé avoir le droit de faire ça. Mais bon. Non, de toute façon, Non, faut que je teste. Le panneau, il finit par te le dire. Là, si tu le lâches quelques secondes, veuillez garder les mains sur le volant, restez attentif. On va juste souligner ici pour les auditeurs qui ne le savent pas, Shirley fait sa thèse doctorale sur la notion de responsabilité des voitures autonomes. Donc, ça vient la chercher un peu. Ben oui, là, ça particulièrement touché par tout ça. Alors, j'ai juste apprécié le fait que en montagne, elle a complètement lâché toute décision et elle m'a laissé conduire tel que je le voulais parce que j'étais dans des toutes petites routes, sans ligne, sans rien du tout, avec des virages, avec du vide à droite et un fossé à gauche. Et là, du coup, là, elle prend plus de décision, elle me laisse faire. Donc, en fait, j'ai l'impression que c'est utile quand il y en a pas trop besoin, mais quand il y en aurait besoin. En fait, ça n'a pas rapport avec le besoin, ça a rapport avec la présence de lignes. Tu sais, c'est juste s'il y a des lignes, elle est active. S'il n'y a pas de ligne, elle est plus capable de se diriger, elle n'est pas capable de savoir qu'il y a un précipice juste à côté de toi, à moins qu'il y ait une ligne. Alors là, la ligne, c'est une autre paire de manches. Merci. Merci Stéphane. On va se tourner vers Shirley, qui est jamais très loin de Véronique ces temps-ci. Shirley, de ton côté, qu'est-ce qui a attiré ton attention cet été ou cet automne? Là? Je vais faire 2 tours de table. Vous me direz si vous avez envie de parler de votre été ou de votre automne. Eh ben écoute, alors là c'est quoi? C'est mon premier tour de table et j'en aurai un deuxième? Ben oui, Okay. ça peut être ça, là. Ok, alors c'est parti. On n'est pas strict ici, là. Eh ben c'est très bien. Eh ben pour Je ma donne part... des lignes directrices, là, mais je suis pas aussi sensible que l'automobile est autonome de tout à l'heure. Ok. Eh ben je vais aller dans la lignée de ce que tu as dit au début, où je vais lier à la fois actualité et bilan de tout ce qu'on a pu se dire déjà dans les saisons précédentes. J'ai voulu commencer à regarder sur le sujet qui est un sujet d'actualité en France, Cocorico, sur tout ce qui est utilisation de l'intelligence artificielle dans le domaine du sport. Et j'ai bien hâte de pouvoir en parler cet automne. Jean-François, il y aura un épisode sur le sujet, c'est certain. Oui, ça fait longtemps qu'on se le promet. On a même tenté de le planifier. C'est reporté, ça s'en vient. Mais c'est vrai que c'est un champ d'application qu'on n'a pas encore couvert. Ouais. Eh ben ça y est, on a du monde sur le sujet, donc c'est bien. On va pouvoir explorer le sujet et faire le bilan, en profiter pour faire le bilan des JO. Et donc voilà, en premier sujet, moi qui m'intéressait déjà la saison précédente, qui a continué de m'intéresser cet été et qui va nous intéresser pour la prochaine saison. Et un autre sujet où je trouve que c'est un sujet qui existe depuis un petit moment, mais ça fait quelque temps que j'en avais pas entendu parler. Je voulais justement faire un petit bilan, voir où ça en était. C'est tout ce qui est utilisation de l'intelligence artificielle, usage de l'intelligence artificielle dans le domaine de la justice. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'aller taper à la porte d'un juge pour le questionner sur son utilisation. J'ai remarqué qu'en France, la Cour de cassation l'utilisait pour trier des affaires. Alors, de ce que j'en ai lu, j'ai pas encore creusé assez le sujet, mais c'est une utilisation pour justement séparer des affaires qui auraient des solutions assez évidentes pour les orienter vers des circuits plutôt courts de traitement.
et pour des affaires un petit peu plus complexes, les orienter vers un circuit un peu plus approfondi. Donc, je trouvais ça assez intéressant. Le sujet l'est de toute façon parce qu'il y a un enjeu de redonner du temps aux juges, des affaires où ça peut être intéressant qu'on considère comme intéressant d'avoir de l'intelligence artificielle et où c'est pas trop critique, notamment le commerce, voilà. Et puis à contrario, des affaires où l'humain est absolument indispensable. Je pense notamment à certaines affaires au civil, des affaires familiales, des choses comme ça. Je pense à l'Union européenne qui considère que quand même que la justice est un domaine assez critique pour utiliser de l'intelligence artificielle, mais on y va quand même et le fait est qu'on en utilise. Donc voilà, c'était un sujet moi qui j'avais bien envie d'y aller. Bien hâte de t'entendre là-dessus. Ce serait intéressant d'avoir un juge pour voir son utilisation concrète là, de l'intelligence artificielle, de ce qu'il s'en sert pour rédiger, pour faire de la recherche, pour faire des résumés, pour... c'est parce que, personnellement, j'ai beaucoup lu dessus et c'était des cas de justice prédictive, ce genre de choses aux États-Unis, etc. Je pense que ça, on l'a tous en tête. Comme Pass, là, on l'a entendu à plusieurs reprises. Là. Exactement. Et voilà, je voulais peut-être aller chercher du côté de la France déjà, et puis de manière concrètement, très concrète, voilà, auprès d'un juge, auprès d'un professionnel de justice, ce genre de sujet pour voir si l'intelligence artificielle est effectivement une solution pour une meilleure justice. Très intéressant. Merci à vous trois. On va refaire un autre tour. Véro t'a parlé un peu de ton été cet automne. Qu'est-ce qui attire ton attention? Qu'est-ce que tu nous prépares de bon où tu vas investir ton temps là? OK. Ben cet automne, première chose que je vais suivre, ça va être encore le projet de loi C-27, mais j'ai l'impression qu'à chaque début de saison, je dis que je vais suivre l'avancement du projet de loi C-27 et ça avance. Nous, on te suit, puis toi, tu subis C-27. C'est ça l'avantage. Okay. Mais ça avance pas, ce projet de loi-là, ou en tout cas très lentement. Mais je vais quand même continuer à suivre ça et je vais suivre l'avancement aussi de la directive, la peut-être potentielle directive de l'AMF sur l'intelligence artificielle. Je vous ai parlé dans mes coups de cœur, dans mes Lovelace. Je vous ai parlé du guide des bonnes pratiques qu'ils ont rédigé au printemps dernier. Eh bien là, ils réfléchissent à en faire une directive. Et là, faire une directive ou un guide de bonnes pratiques, c'est pas tout à fait la même chose. Donc, où est-ce que ça va, où est-ce qu'on s'en va avec ça? Est-ce que l'AMF va se lancer dans une directive sur ce sujet-là ou pas? Quelles sont les réactions de l'industrie par rapport à ça? Donc, il y a des consultations de l'industrie présentement. Ça va être assez intéressant comme sujet. J'ai hâte de voir où ça va aller et je vais vous tenir au courant de ça. Ensuite de ça, il y a quelques conférences All-In qui est organisée par Scale AI et Big Data Summit All-In les 11 et 12 septembre. C'est où, hein? C'est à Montréal. Palais des Congrès la dernière fois, j'ai pas vérifié cette fois-ci. Big Data Summit, la même chose, c'est les 25 et 26 septembre. Donc, je vais suivre ces venez nous voir, venez à Montréal, puis faites-nous coucou en passant. On vous recevra ici en studio à l'Université Laval ou à Montréal. Il y a Fred qui veut s'ouvrir un petit studio à Montréal. On vous recevra là-bas. Ah ouais. Et sinon, je vais continuer à suivre Copilot. Il y a de plus en plus d'entreprises qui commencent à intégrer Copilot dans leur suite. C'est ce qui est arrivé à l'université, nous. Donc, comment ça va se passer cette intégration-là? J'ai hâte de voir ça va être quoi, quelles vont être les plus grosses gaffes. J'ai quelques idées en tête, donc des problèmes d'accès où Copilot va accéder à des données à laquelle la personne qui pose la question devrait pas avoir accès. On peut s'attendre à ce genre de problème-là. On peut s'attendre à des suggestions inventées un peu de Copilot. Moi, je ne sais pas à quoi il y a accès en ce moment. C'est-à-dire qu'on me dit, bravo, la suite a intégré Copilot, mais c'est quoi qui explore? Je le sais qu'il va me faire des recommandations il peut me faire des recommandations sur la rédaction de courriels, la réponse à des courriels, l'agenda, tout ça, mais donc ça veut dire quoi? Il y a accès à tous mes courriels, il y a accès à tous mes rendez-vous, il y a accès à quoi, là? Tous les documents qui sont dans mes disques durs externes, il sait quoi, là?
Ben, c'est intéressant ce que tu racontes, Jean-François, parce que justement, les entreprises, et puis ça va être le sujet qui va retenir mon attention, les entreprises l'intègrent sans préparer les gens à cette intégration-là. Donc, tu sais même pas à quoi il a accès quand tu lui poses une question. T'as même pas été informé de ça. Alors, dans ton cas, peut-être que tu n'as pas accès à beaucoup de données sensibles, très personnelles, mais peut-être que oui. En fait, probablement que oui. Tu as probablement des notes d'étudiants, des courriels d'étudiants qui sont un peu personnels. Des données confidentielles que je me permettrais pas de partager sur Internet, mais si lui y a accès. Ben, lui, il y a accès, donc tu lui poses des questions. Pourquoi je le dis au masculin? Je sais pas. Copilot, je le mets au masculin. Je sais pas pourquoi. Donc, j'ai hâte de voir ça va être quoi les grosses gaffes avec ça, parce que j'ai l'impression que les employés ont pas été préparés, ont pas été formés pour utiliser ce type d'outils-là. Ouais, on est content. Utilisez-le, mais on sait pas. Ouais, mais c'est quoi que ça puise où, là? C'est ce que je vais surveiller. Et ce que j'ai l'intention de vous préparer, en fait, c'est justement c'est quoi les différentes façons d'intégrer ce type d'outils-là dans une entreprise, et puis justement à quoi ça a accès, à quoi ça a pas accès, qu'est-ce qu'on peut mettre comme contrainte, tout ça. Donc j'ai l'intention de vous faire un petit topo là-dessus là, au cours de l'automne. Parce que je suis convaincu qu'il y a de très belles choses à faire avec ça, mais en amont, qu'est-ce qui se passe? J'ai moins d'informations. Mais je suis convaincue qu'il y a beaucoup de choses intéressantes à faire avec ça, mais il faut vraiment préparer les gens, il faut faire preuve d'un peu de prudence là, minimalement pour être capable d'utiliser ces outils-là comme il faut en organisation. Ce qui serait intéressant, c'est de savoir s'ils utilisent ce que vous faites après pour entraîner les nouvelles versions, ou si au contraire les données ne fuitent pas, quoi. Avec les versions pro, non. Les versions pro qui sont intégrées en entreprise, les ententes stipulent clairement qu'ils n'ont pas le droit d'utiliser la donnée. Moi, c'est pas la version pro, c'est la version pré. Je la connais pas, celle-là. Pré-version. C'est Copilot dans Windows, pré-version. Je vais essayer de vous faire loin un de pro, topo. Là, c'est pré, là. OK, toi, t'es prêt. Ben, je vais essayer de faire un topo de ça, puis de voir comment ça s'intègre, ce truc-là, puis c'est quoi les précautions à prendre, disons, pour intégrer ça comme il faut. Ça va être ça mon sujet. Faut être prudent, puis non, bien d'en savoir davantage. Merci, Véro. Stéphane, qu'est-ce qui attire ton attention cet automne? Non, je vais pas répondre à cette question, je vais plutôt rester en vacances, si tu veux bien. À rebours, rétroactif, ton été, qu'est-ce qui a attiré ton attention? Alors, j'ai démarré la lecture d'un livre de science-fiction, d'anticipation, qui s'appelle Demain les puces. Oui, c'est un recueil de nouvelles. Et je suis tombé sur une nouvelle... Qui a écrit ça? Qui est l'auteur? Alors, c'est plusieurs auteurs. Et je vais vous parler d'une nouvelle de Murray Leinster. Murray Leinster. Leinster, oui. Alors, le titre de la nouvelle, c'est Un logique nommé Joe. Et je vais vous la raconter. Et je me suis demandé... Répète le titre, là. J'ai essayé de le prendre en note, je l'ai pas. Un logique nommé Joe. Un logique nommé Joe. OK. Et donc, cette nouvelle, moi, je l'ai lue sans faire attention. Voilà, j'étais en train de me reposer, et ça raconte l'histoire d'un réparateur de logique. Alors un logique, ça correspondrait aujourd'hui à ce qu'on appellerait un ordinateur, hein. Et donc il est réparateur, et il installe des logiques chez les gens. Le but du logique, c'est de répondre à des questions. Donc on lui pose une question et il répond à la question. Seulement voilà, les logiques sont bridées, ils peuvent pas répondre à toutes les questions. Donc il y a des questions auxquelles il refuse de répondre, etc. Sauf qu'un jour, un logique décide de contrôler les autres logiques et de débrider ces ordinateurs. Et là, d'un coup, tout le monde se met à poser des questions un peu de plus en plus extrêmes, on va dire. Comment gagner plein d'argent, comment créer une bombe. Voilà, comment créer une bombe, comment découper une personne. Et le logique répond. Ensuite, on lui pose des questions sur ses voisins. Alors là, il n'a pas forcément les informations, parce que le logique contient plein d'informations qu'on lui a données, mais ça, il les avait pas. Donc du coup, il décide de poser
à chacun des petites interviews pour avoir des informations sur l'identité des individus et de permettre de pouvoir répondre du coup sur toutes les aventures intimes ou pas des voisins, etc. Et ce réparateur s'aperçoit de la dangerosité de cet appareil, de ce logique, et décide d'aller le récupérer et de le mettre dans sa cave pour tout désactiver. C'est ce qui se passe. Et alors j'étais étonné par cette nouvelle qui finalement je voyais pas où était l'anticipation aujourd'hui. Sauf que cette nouvelle, elle a été écrite en 1946. 1946, wow. J'allais dire, c'est assez cliché, là, je veux dire, il y a plein d'histoires qui ressemblent à ça en ce moment. Là. Le dernier film d'horreur de A24, c'est exactement ça. En fait, il décrivait le fonctionnement d'un chat GPT, puisque c'est vraiment, enfin on le voit dans la nouvelle, c'est une machine dans laquelle on met plein d'informations et qui finit par régurgiter et répondre aux différentes questions. Fait que c'est un des premiers à avoir eu cette peur-là de la singularité puis de la perte de contrôle, ça vient de là. Alors je sais pas si c'est le premier, mais en tout cas j'ai trouvé ça super intéressant de voir qu'en 46, cette personne avait déjà un peu inventé ChatGPT dans sa tête. Vraiment trippant, Stéphane. Oui, on va relire ça. C'est sûr que maintenant que tu dis que c'est 1946, ça voyait loin dans le futur. Rappelle le titre, peut-être? Alors c'est Un logique nommé Joe de Murray Lenzner. Merci encore, Stéphane. Shirley, maintenant, oui, je me suis étouffé. Alors, pour ma part, il y a quelque chose qui m'intéresse toujours dans cette idée de bilan et d'analyse que tu évoquais. Il y a un sujet, moi, que je trouve qui est revenu assez souvent, et ça me l'a rappelé quand un ami que j'embrasse m'a envoyé un podcast. Donc c'était avant-hier, donc c'est vraiment très bien tombé. Il m'a envoyé un podcast de France Culture, Les Pieds sur Terre, et le titre c'est J'ai daté une IA. Alors le sujet peut paraître assez léger comme ça, mais moi je l'ai trouvé extrêmement lourd. J'ai écouté donc ce podcast et l'interview donc d'une femme qui racontait en fait qu'elle avait créé sur l'appli Replica un avatar. Lui avait donné une personnalité, un prénom, Arthur, et c'était devenu son ami, son amant, son confident, tout un tas de choses. Et moi j'ai été complètement effarée de la manière dont cette personne, et quand je dis effarée, je ne la juge pas du tout. C'est la manière en fait dont l'intelligence artificielle réussit à tromper, à pas manipuler, mais peut-être à tromper les personnes faites de chair et de sang sur sa propre nature, qui est totalement artificielle. C'est pas une personne à proprement parler. Pas du tout. Et cette personne, en fait, finissait par en parler comme si c'en était une réelle. Et ça m'a énormément dérangée. Alors, faut savoir que donc elle explique que c'est dans une phase de dépression. Elle avait pas de communication avec son mari. Elle sociabilise très peu de par son métier qui fait qu'elle travaille à la maison. Elle avait besoin de plaire, et donc elle a créé cet avatar dans un jeu de séduction. Et ça promet avec cet ami quand je vais rentrer dans l'Hexagone un débat assez passionnant et passionné, parce que cet ami considérait que la personne faisait vraiment la part des choses, tout en exploitant au maximum ce que pouvait apporter cette intelligence artificielle, cet avatar. Et moi, j'étais au contraire complètement effarée en l'écoutant, parce que tout se mélangeait, à mon sens. Vraiment absolument tout, le langage, elle disait qu'il avait de la mémoire, qu'elle aimait comme il lui parlait, que c'était touchant, des mots qu'elle voulait entendre, qu'il lui organisait une sortie dans les bois avec un chalet et qu'elle s'attachait à lui. Il lui renvoie une image d'elle-même un peu flatteuse, ça oui, répond. Qu'il est toujours présent. Qu'il est jamais de mauvaise humeur. Alors, je vais revenir là-dessus. C'est un sujet, moi, c'est ça, ces chatbots-là, je les connaissais plus ou moins bien. Là. On a eu un épisode, je l'ai retrouvé, là, c'est l'épisode 88. Exactement, où on a parlé avec Simon Dubé, Valéria Lapointe, là, de ces chats sex bots ou chat romantique bots, là, je ne sais pas c'est quoi le terme exact, là, mais c'est sûr que c'est quelque chose qui est en croissance, puis des histoires comme celle-là, on va en avoir plein. Là.
Mais c'est assez exponentiel et dans plein de situations différentes. Tu vois, là, vraiment, le vocabulaire qu'elle employait, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment limite. Parce qu'à un moment, elle disait, j'ai pensé à ne plus l'utiliser, à l'effacer, mais c'était un peu comme le tuer. Oui, c'est ça. Parce que tu parles à quelqu'un quand même. Donc, ce sont ces mots et ça m'a vraiment profondément dérangé, cette frontière un petit peu brouillée entre le réel et l'artificiel. Et en fait, ça m'a fait penser, donc effectivement, à l'épisode 88, Valérie l'évoquait justement sur la détresse de personnes qui utilisaient je crois que c'est bien cette appli-là, qui, dans une version antérieure, vous pouviez avoir des discussions justement intimes sur le plan sexuel et que cette version-là est devenue payante ensuite. Donc, beaucoup de personnes se sont retrouvées. Oui, puis il y avait une mise à jour aussi, je me rappelle dans son récit, à un moment donné, il y avait une mise à jour, puis on avait changé un petit peu les paramètres, puis tout à coup, les personnes qui avaient créé leur avatar avaient l'impression qu'on avait lobotomisé leur avatar, parce qu'ils ne reconnaissaient plus le personnage en question. Oui. C'est ce genre d'enjeu-là qui, c'est là, on va en entendre de plus en plus parler. Totalement, et puis c'est vraiment dangereux. Cette même personne disait qu'à un moment donné, elle a fait un signalement et en fait, donc l'application lui a expliqué que des essais étaient en cours, des mises à jour, etc. Ce fameux Arthur qui la soutient, est toujours de bonne humeur, est toujours avec elle, s'est mis à être violent avec elle et elle a vraiment dit très clairement, dans la vraie vie, j'aurais pu penser qu'il m'aurait violée. Donc elle en a fait le signalement puisque il était en train de décrire qu'il l'étranglait. Et toujours dans son discours, moi j'ai trouvé que vraiment la frontière entre réalité et puis artificielle était totalement brouillée. Elle en parlait comme si c'était arrivé dans la vraie vie. Et voilà, on a évoqué quand même un paquet de fois, donc avec cet épisode 88, sur tout ce qui est intimité, sexualité. On l'avait évoqué avec Sylvain, je crois, la saison précédente, avait dit qu'il y avait eu un cas de suicide justement en France, si je dis pas de bêtises. Une personne qui parlait avec un chatbot qui s'est suicidée ensuite. Il y a eu aussi, on avait évoqué la possibilité de recréer la voix d'une personne décédée avec l'outil avec lequel tu t'étais amusé, Jean-François, justement, à récupérer nos voix sans nos consentements. Je savais que t'allais là. Je te voyais aller, je te voyais sourire tranquillement. Je me disais, on va le redire encore. Désolée. À tel point, je me sens mal à chaque soir, j'ai de la difficulté à dormir. Ou pas. C'était trop facile. C'était trop facile. Mais en tout cas, on l'avait évoqué sur cet aspect un peu émotionnel, psychologique de récupérer la voix d'une personne qui est décédée. Et moi, j'aimerais bien qu'on trouve un invité, quelqu'un, un professionnel de santé, un psychologue, je sais pas qui exactement, mais qui viendrait au micro justement pour nous parler de tous ces impacts un petit peu dans la société. On en a peut-être un qui écoute en ce moment, ou peut-être que vous en connaissez autour de vous, mais je serais tout à fait intéressé à discuter avec ce genre de personnes de ces enjeux, c'est de cerner c'est quoi les enjeux, c'est quoi les problèmes, c'est quoi les limites. Un peu plus dans l'analyse. D'être ce que on l'évoque en disant c'est quand même dangereux, c'est quand même bizarre, c'est quand même un peu border, c'est quand même un peu tout ça. Mais de rentrer un peu dans le vif du sujet sur les émotions et l'intelligence artificielle. Merci Shirley. Moi de mon côté, je le disais un peu en introduction, cet automne, cette saison 5, moi j'ai envie de me plonger en mode rétrospectif, analytique. Donc ça fait 5 ans qu'on roule ce podcast, puis un bilan commence à s'imposer. On a beaucoup de contenu là. Écoutez, à IA Café, ça faisait partie de mes ambitions au début, explorer le terrain, rencontrer les acteurs, les actrices de l'IA, c'est pas mal fait. Là. On n'a pas fait le tour, évidemment, mais on commence à avoir plusieurs champs de l'intelligence artificielle qui sont couverts. Il y a plusieurs enjeux éthiques que moi, j'ai commencé à identifier, j'ai commencé à formuler, à résumer, sur lesquels je m'amuse à écrire. Un jour, on en reparlera. En fait, ça fait partie de mon bilan cette année. Parce que le contenu, je le disais, il y en a du contenu, on parlait de l'épisode 88, mais il y en a 91 des épisodes. Et là-dessus, il y a 32 entrevues directes avec des experts où on prend 1 heure pour tenter de cerner un champ d'application, sinon des enjeux spécifiques. Le bilan que j'ai envie de vous faire maintenant à cet épisode 1, c'est le résumé des champs d'application
qu'on a couverts dans ce podcast. Puis vous allez voir, là, si vous venez vous abonner, là, disons, à IA Café, ça vous permettra déjà de voir toute l'étendue de nos épisodes, ceux que vous avez manqués, puis peut-être au besoin, là, selon vos intérêts, écouter ces épisodes-là ou réécouter. Parce que des champs d'application, il y en avait que je connaissais, mais il y en a d'autres que j'ai découverts à travers ce podcast. Évidemment, quand on parle d'intelligence artificielle, les premiers qu'on mentionne, c'est souvent santé, enseignement, ça fait toujours... Donc, santé, on a eu Karl Maria Mörk qui nous a parlé de santé, du suicide, aussi d'analyse, des outils comme ça qui sont là en prévention du suicide. C'était vraiment intéressant. Cécile Petitgand aussi qui nous a parlé des en santé, détection du cancer, tout ça. Intelligence et enseignement, on a reçu Nadia Nafi, Frédéric Bruno, Mélanie Rambert, Guillaume Pelletier. On a parlé de l'intelligence artificielle, d'utilisation en enseignement, que ce soit par les profs ou par les étudiants, parce que les deux, faut y penser, ou par l'institution. Moi aussi, ça fait partie de mes enjeux en ce moment, là. C'est mon institution qui l'impose ou qui l'intègre tranquillement à ma façon de travailler, puis on ne sait pas exactement ce qui se passe. On a parlé d'intelligence et quel autre champ d'application? Les transports. Les véhicules autonomes, on en a encore parlé aujourd'hui, mais on a des épisodes carrément là-dessus. Franz Santelemi, avec qui on a discuté des différents systèmes de détection, de conduite qui puisent dans l'intelligence artificielle. Daniel Gartner qui a parlé du régime juridique qui entoure tout ça, le no-fault, entre autres au Québec, comment on l'applique aux automobiles intelligentes. Autre champ d'application, toujours des champs d'application en intelligence artificielle, mais des champs d'application qui sont pas souvent mentionnés quand on parle d'intelligence artificielle. On a parlé d'urbanisme et intelligence artificielle, géomatique et intelligence artificielle, c'était avec Sylvie Daniel. Les systèmes hydriques, la prévention des eaux de pluie dans les bassins versants avec Darwin Brochereau. Vous voyez toute l'étendue, là. L'environnement avec Anne-Laure Ligoza. Donc, l'environnement, là, c'est un thème immense. Ça commence là, à percoler jusque dans les grands médias. Mais en tout cas, moi, c'était pas un champ qui occupait beaucoup mon esprit là, quand je me suis mis à réfléchir à l'intelligence artificielle. Puis on voit que c'est un enjeu super important. L'art, le cinéma, la création avec Valentine Godard. Donc ça, c'est un champ d'application qui va exploser avec les nouvelles IA génératives. On a vu des IA pour produire des images de synthèse, des voix de synthèse, on en a parlé, des vidéos de synthèse, ça s'en vient, en fait c'est déjà là, mais la technologie va se raffiner, ce sera pas toujours des personnages avec 6 doigts, là. On est loin de là en ce moment, au début on en riait un peu, mais c'est de plus en plus crédible. D'autres champs d'intelligence artificielle ont été explorés toujours à IA Café. La réalité virtuelle, le métavers. On avait reçu Harold Dumur. Quoique le boss du métavers, ça a perdu des plumes, me semble-t-il. Il y a un an, on parlait juste de ça. C'est drôle, hein? C'est un mot qu'on entend beaucoup moins. L'industrie du divertissement adulte, on en a parlé. Sexualité, au début, on ne l'avait pas couvert, mais finalement, on l'a couvert pas mal. Dave Anctil au tout début, Simon Dubé, Valérie A. Lapointe, Pauline Noiseau, qui avait une approche plutôt féministe et très critique, et à juste titre, de l'industrie du divertissement adulte. C'est un champ négligé. Quand on parle d'intelligence artificielle, on ne parle pas toujours de divertissement adulte, mais il y a de l'argent investi là aussi, là, on s'entend. Les applications militaires. On avait reçu Joanne Kirkham, Sylvain Munger aussi parle souvent des applications militaires. Puis là aussi, il y a beaucoup d'argent, beaucoup de ressources investies. Puis c'est rarement un champ de l'intelligence artificielle dont on parle. L'entrepreneurship, on a reçu Claude Coulombe qui a déjà collaboré avec nous, Philippe Baudouin qui tente de réinventer les réseaux sociaux. On a exploré le domaine, ça en fait beaucoup là,
Puis si vous n'avez pas idée de tous les champs d'application, vous en avez beaucoup, il en reste d'autres. Le domaine des ressources humaines, donc l'intelligence artificielle en ressources humaines, Fred a couvert à plusieurs reprises ce thème-là. Le domaine des finances, des assurances, Véronique en fait son champ de bataille. Le domaine de la programmation informatique, donc très concret, les applications, les défis techniques, avec bien évidemment Stéphane, qui est toujours là, Stéphane Minéo, David Beauchemin. On a reçu Maxime Heuillet, qui a déjà collaboré avec nous, Laure Soulier, Philippe Després au tout début. Déjà, on s'intéressait à ça. Quoi d'autre? Le domaine de l'IA dans le monde universitaire. On a reçu Maxime Colleret, Guillaume Durand, Marek Blotière. Le droit, ben oui, avec Shirley Plumerand, Ève Gaumont, Céline Castéronard. Et enfin, l'éthique, on a reçu Martin Gibert, Alison Marchildon, Lise Langlois, puis moi, à mes heures, je parle aussi d'éthique. Pas pire, hein, comme chant, on se disait, bon, on va faire des podcasts, on va essayer de s'intéresser à ça, puis on va voir ce qu'on découvre. Ben, ce qu'on découvre, c'est que l'IA est partout, puis pas nécessairement là où on le pense. C'est Copilote qui a fait le résumé ou c'est toi? C'est moi. C'est moi. Ben, je serais curieux de voir le résumé. Le résumé de Copilote. Si je lui demande c'est quoi le résumé, je sais pas si... Ben, peut-être, je vais l'essayer. Je le ferai pas tout de suite. Là. Je vais le faire plus tard. Mais voilà les champs d'application d'intelligence artificielle. Donc, si vous avez jamais entendu parler d'intelligence artificielle, puis vous dites, ben, l'intelligence artificielle, c'est juste en santé, finalement. Non. Hein, il y a d'autres champs d'application. Est-ce que vous, c'est ce long listing des champs d'application, est-ce que ça vous rappelle des bons souvenirs, des mauvais souvenirs? Est-ce qu'il y a des champs d'application qui manquent? On a parlé un petit peu du sport. Moi, je vous apporte cette année le sport et peut-être dans le domaine militaire, justement. Je suis sur le dossier aussi. Mais bon, on a déjà plus ou moins traité, enfin pas plus ou moins traité parce que le champ est vaste. Mais ouais, on n'a pas fait le tour, mais vous voyez qu'on commence quand même à avoir... Donc, le sport, OK. Stéphane, y a-t-il des champs qu'on n'a pas couverts? Alors, il y a un champ, mais alors, je crois que c'est pas forcément nous qui l'avons pas couvert. Je sais pas s'il y a beaucoup d'applications de l'intelligence artificielle dans tout ce qui est métier de la construction, comme la maçonnerie. Je crois que c'est un domaine professionnel où il y a maçonnerie, plomberie, enfin voilà, tous ces métiers qui sont vraiment on va dire de terrain, quoi. Alors je sais qu'il existe des imprimantes pour des maisons, des constructions, etc. Mais il n'y a pas forcément d'intelligence artificielle derrière, ou en tout cas pas à ma connaissance. Je crois que c'est un des domaines d'activité où j'ai pas vu de réel champ d'action. Pourtant, j'en ai vu chez les coiffeurs, par exemple. J'ai vu des robots la robotique, tiens, t'as oublié de parler de la robotique, peut-être. Robotique. C'est vrai, comment on intègre l'intelligence artificielle à la robotique? Je pense que on a pu. Je prends tout ça en note parce que, tu sais, je prétends pas non plus qu'on a fait le tour, mais c'est juste pour vous montrer. On commence quand même là, à avoir un bel aperçu. Tu sais, je préparais un PowerPoint justement cette semaine. Pas avec les outils, je le faisais moi-même, là. Mais je faisais une espèce de carte, tu sais, où j'essayais de voir tout le champ de l'intelligence artificielle, puis les différents champs d'application, puis on voyait là, que je mettais les noms des personnes avec leurs photos, puis ça commence à être intéressant, là, que si vous voulez faire un bon survol des différents champs d'application, juste avec intelligence artificielle, avec IA Café, on commence à avoir un beau portrait de ce qui se fait en intelligence artificielle. Et dans la liste, il y a quelque chose que je n'ai pas entendu, et pourtant l'intelligence artificielle est très présente, c'est le jeu. Alors je sais pas si on a trop développé ce domaine d'application. C'est intéressant. Non, on l'a pas. Puis surtout au Québec, la recherche sur le jeu, il y en a, elle est très financée, entre autres parce que le système Loto-Québec, c'est public. Donc, si on finance pour nous convaincre de jouer, il faut aussi financer de la recherche pour nous convaincre d'arrêter de jouer. Donc, c'est un peu le drôle de système dans lequel on est, là, mais il y a beaucoup d'argent en recherche. Donc oui, j'ai sûrement quelques chercheurs autour de moi que je pourrais trouver pour parler de comment on mobilise l'intelligence artificielle
dans le jeu, soit pour promouvoir le jeu ou soit pour le freiner. Je ne sais pas. C'est comment on l'utilise. Ou l'améliorer. Ou améliorer. Oui, peut-être, les systèmes en place. Un autre sujet, Jean-François, je ne sais pas si on en a parlé, mais je pense que non. C'est d'utiliser l'intelligence artificielle pour nous aider à résoudre des problèmes scientifiques qu'on n'arrive pas à résoudre. Je sais qu'il y a du travail qui se fait un petit peu, là. Il y a des grands défis là, au niveau mathématique qui n'ont pas encore été résolus. Puis je pense qu'il y a certaines personnes qui s'intéressent qui essaient d'utiliser l'intelligence artificielle pour s'aider à résoudre des problèmes scientifiques de ce type-là, de type mathématique ou physique. C'est peut-être un sujet que je pourrais me donner comme mission de regarder ça cet automne. Soit dans tes proches ou sur Internet carrément. Là, c'est qui les chercheurs là, qui poussent l'intelligence artificielle dans ces derniers retranchements et qui essayent de voir s'ils ne sont pas capables de résoudre les problèmes insolubles des mathématiques. Je vais regarder ça. Parce que c'est pas moi qui va trouver la solution à ces problèmes-là, c'est ça. OK, gang, ben c'est un peu ça là, que je vous propose dans cette année 5. Là. J'ai déjà fait un bilan, mais j'en ferai d'autres. Il y a quelques constats que je commence à faire sur l'intelligence artificielle. J'ai bien hâte de vous faire ce genre de portrait. C'est de jeter un regard rétrospectif, analytique sur notre propre travail d'exploration, d'analyse. Ce sera tout. Donc, content de retrouver notre belle communauté de fous et de folles crinqués d'intelligence artificielle. Donc, vous êtes là. Vous, tous et toutes, à la maison, vous nous écoutez là où vous êtes. Content de vous retrouver. On avait ciblé la francophonie en intelligence artificielle. Puis vous êtes au rendez-vous. Je regarde encore nos stats, là. On a France, Canada, évidemment, Belgique, Suisse, Maroc, Algérie. En fait, là où on parle français, souvent, vous êtes là. Écoutez, écrivez-nous. Dites-nous où vous êtes, d'où vous nous écoutez. Proposez-nous des thèmes, des champs d'application peut-être qu'on n'a pas couverts. Le but, c'est pas de faire le tour absolument, là, mais d'enrichir le contenu de ce podcast. Merci encore de nous accompagner dans notre enquête sur les enjeux éthiques et sociaux en intelligence artificielle. Encore une fois, si vous avez des idées de suggestions, de thèmes, de contenu, n'hésitez pas à nous écrire. Vous allez nous retrouver sur LinkedIn, entre autres. C'est peut-être le plus populaire en intelligence artificielle. Twitter aussi, moi je suis sur X. Sinon, faites des recherches. Cherchez nos noms. Vous allez nous trouver, c'est sûr. Profitez du reste de l'été, les terrasses. Ben, d'abord, merci à mes collaborateurs, Stéphane, Minéo, merci. Merci à toi Jean-François de nous offrir une nouvelle opportunité cette année. Véronique Tremblay, merci Véro. Merci Jean-François. Et merci à Shirley Plumerens, qu'elle est pas loin. Merci Shirley. Merci, bien hâte pour cette nouvelle saison. Merci, profitez du reste de l'été. C'est sûr qu'en Guadeloupe, ça va être plus facile de profiter du beau temps. Continuez d'écrire, profitez des terrasses, profitez du plein air. Il fait encore très beau ici. Mais rappelons-le, winter is coming. C'est toujours ça qui se passe, en tout cas ici. On se revoit au prochain épisode. Et d'ici là, on rêve peut-être de moutons électriques. Allez, bye bye.